Je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Alors, je commence une série de vidéos avec la thèse de doctorat unique en histoire présentée par Dr Soro Dosongu Drissa. Alors, cette thèse a été soutenue à l'université Félix Houphouët-Boigny sous la direction du professeur Cissé Chikuna. Alors, donc, le titre de cette thèse-là, c'est « Intar Senufo de Côte d'Ivoire. Histoire du Batog du milieu du XVIIIe siècle à 1961 ». Présenté, comme je l'ai dit, par Dr Soro Dosongu Drissa. Alors, c'est le professeur Cissé Chikuna qui a bien voulu me prêter son exemplaire pour que je puisse voilà, faire cette série de vidéos là sur la thèse de M. Soro Dosongu Drissa. Alors, donc, il a une carte là, il présente une carte de la région du bateau. Il y a le bateau nord et puis il y a le bateau sud. Bon, je ne sais pas si vous pourrez bien voir ça. Hein. Voilà le bateau nord et le bateau sud. Alors, cette région-là, de ce peuple Senufo, de ce sous-groupe Senufo, ils ont, disons, la cité de Bundali au nord-ouest, et puis aussi la cité de Kébi, et puis ils ont la cité de Sirasso à l'est, et puis ils ont la localité de Siempurgo au nord. Et puis, ils ont la localité de Faraba au sud, disons au sud-est, et la cité de Fadiadougou, pour ne pas dire Fadiaka, au sud-ouest. Voilà. Alors, ils ont des localités importantes, c'est ce nouveau bateau là. Bateau. D'ailleurs, la 4 est titrée le tar des bateaux belés. Bon, le tar, en fait, c'est une entité politique hein, chez les Senufo. Voilà, c'est une entité politique. Alors, le chef-lieu de canton, c'est Lenguedougou. Hein, Lenguedougou. Notamment dans le bateau sud. Et puis dans le bateau nord, le chef-lieu, c'est Ganaoni. Ganaoni. Voilà, j'espère que je prononce ça bien. Alors, donc je prends des éléments choisis, hein, comme ça. Ce n'est pas toute la thèse qu'on pourra présenter parce que c'est un travail qui fait plus de environ combien de pages, il faut que je regarde. 405 pages. Donc, vous voyez, c'est quand même énorme. Alors, donc, c'est ça. Son étude donc, porte sur ce peuple-là, ce sous-groupe Senufo des bateaux. Voilà. Alors, le travail est réalisé donc par le docteur Soro Dosongu Drissa. Si je me souviens bien de son nom. Alors, il indique notamment que le Batog, c'est-à-dire donc la région des bateaux, est une région dynamique. Il dit que c'est une région dynamique. D'abord, qu'il y a un climat et puis une végétation abondante. L'hydrographie aussi est importante. L'hydrographie est importante. Il y a là-bas le bassin du Bandama, la Maraoué. Attends, grand peu en train de travailler. Hein? Un grand peu en train de travailler, je viens, hein, s'il te plaît. C'est mon petit-fils qui est là, à côté de moi. Je suis obligé de tenir compte de sa présence. Alors, donc c'est cela. Et puis, alors, il présente aussi le milieu humain. D'abord, il fait une estimation démographique et la pluralité des fêlés. Je pense que les fêlés ici, ce sont les clans, hein, ce sont les familles, les grandes familles, les clans.
Alors, il indique comme ça qu'en 1931, le chef de subdivision Célière comptait 13 villages, dont le Gbato Sud, pour une population totale de 5590 habitants. Les villages de Gbatoso, Yéretiélé, Lenguedougou, Lokolo. Voilà. Alors, il dit dans la subdivision de Bundiali, d'après les recensements espacés de 1950 à 1954, la population du Gbato est de 8423 habitants, dont 7585 Sénoufo, 838 Djoula, c'est-à-dire en fait Malinké, voilà, soit une densité de 8,1 au kilomètre carré. Voilà. Alors il dit, tout cet ensemble humain ne se connaît pas un ancêtre commun. On relève d'ailleurs une pluralité de faits chez les Gbato, à l'instar de la région centrale du pays, Sénoufo, de Côte d'Ivoire, où il existe 5 modèles d'attitude ou de comportement que représentent 5 noms de famille, qui sont Soro, Yeo, Silué, Sekongo, Tio. La singularité de l'ouest du pays, Sénoufo, de Côte d'Ivoire et des Gbato, vient de ce que les faits ne sont pas l'incarnation d'un animal. Ils sont la traduction du nom de l'animal lui-même. Ainsi, nous avons Keo, qui se traduit par singe noir, Fo par python, Gunungo par tortue de terre, Nio par caïman, en fait crocodile, parce qu'en Afrique c'est le crocodile, caïman ça c'est en Asie, et puis alligator c'est aux Amériques, mais en fait c'est le même animal, la même traduction, la même réalité. Ganon se traduit par rat. Alors ces faits sont typiques de cette partie du pays Sénoufo et ne peuvent s'entendre que dans cette zone. Un Sekongo, un Soro ou un Yo dans cette région, quand bien même il est Sénoufo, sera vu comme un étranger, entre guillemets, hein, il a mis entre guillemets. La civilisation Djoula exerce un attrait quasi irrésistible sur les Sénoufo. Ceux-ci ont troqué leur Fébélé contre les Djamou Mandé. Les Fébélé, c'est-à-dire les noms de famille, les grands noms de famille. Par ailleurs, les équivalents Mandé irréversibles de ces faits ne sont pas les mêmes avec ceux qu'on rencontre par exemple dans la région de Korogo, ou les mêmes faits s'ils existent de part et d'autre. Il y a par exemple pas de Koulibaly chez les Gbato. De même manière, il n'y a pas de Fofana ou de Djabaté dans la région de Korogo comme on en aurait à Bundiali. Excusez-moi, hein, mon petit-fils. En effet, il y a un effacement des noms de famille typiquement Sénoufo. Cette authenticité à travers le nom de famille a connu d'énormes chamboulements, voire une disparition systématique au profit des noms d'origine Djoula comme Traoré, Bamba, Fofana, Kone. Des conversions identiques de longue date, de passage d'un statut à un autre ont profondément modifié la trame des appartenances en pays Gbato, et de façon irrésistible parfois, par endroits, dans la zone d'étude. En fait, il faut dire une chose, c'est que, en fait, ces noms de famille malinqués ne sont pas des noms de conversion musulmans. Hein? Les noms de famille, les noms, je peux dire, les noms de conversion musulmans, c'est Mohamed, c'est Sekou, c'est Omar, hein? C'est Bilal, etc. Mais en fait, les Malinqués leur imposent finalement leur propre nom de famille, alors que ça n'a rien à voir avec les noms de conversion à l'islam. Voilà, donc c'est ça. C'est le problème auquel donc les Sénoufo Gbato sont confrontés. Dis-moi, au revoir. Va chez ta maman, je viens. Hein? Alors, les éléments culturels Gbato. Alors, il y a le Gbator, une variante du Sénar. Alors, il dit que le Gbato, c'est-à-dire le Gbator, la langue des Gbato, des Sénoufo Gbato, c'est une variante du Sénar, c'est-à-dire du Sénoufo qui est parlé dans le Kiembara, dans la région de Korogo.
Voilà. Alors, il donne ici des exemples, notamment à la page 58. Hein, il donne des exemples sur les prononciations. Par exemple, je prends quelques exemples. Hein. Il dit, par exemple, le soleil se dit Tchangé dans le Bator et se dit Cheg, Yeg plutôt, non, plutôt Tchangui dans le Siena de Tchembara. Il dit par exemple, le sol se dit Tadé chez les Bator et se dit Tari dans le parler de Tchembara de Siena. Voilà, d'accord. Bon, donc voilà quelques exemples qu'il donne. Donc cela veut dire que les deux langues sont quand même assez proches. Voilà. Alors, il parle du poro des Batobélé. Les Batobélé, donc c'est le peuple Bato, en fait. Batobélé, c'est le peuple Bato. Il dit les Bato ont leur parler propre. Ils ont aussi leur poro. En effet, il y a un schéma unique de l'initiation du poro pour tous les Sénoufos, de même pour tout l'Ouest africain. Les éléments culturels qui les constituent ne sont guère semblables. Montrer ce qu'est le poro d'un groupe, c'est entreprendre l'étude détaillée du déroulement de l'initiation, des révélations faites à travers l'enseignement et la symbolique des objets rituels. C'est là un travail suicidaire, car on ne distingue pas les secrets du poro. On ne divulgue pas, pardon, les secrets du poro. Celui qui enfreint cette règle est puni de mort, etc. Bon, voilà. Bon. Il parle aussi les cycles d'initiation et stades d'initiation. Voilà. Il dit le poro rythme toute la vie des Sénoufos. Né de la dynamique interne du groupe, il fonde et perpétue un système de relations sociales et n'est pas un moyen de régénérescence du monde par une divinité qui s'appellerait Katiluo. Son rôle essentiel est la formation technique, morale et philosophique des citoyens, je dirais plutôt des personnes, pour qu'ils soient dignes de la société. Il traduit tout ce qui est secret, tout ce qu'on peut apprendre ou connaître que par une initiation. Pour mériter le droit de citoyenneté, ce nous faut bon. Voilà. Parce que la citoyenneté est un mot qui est lié à la République en fait. Il faut être initié au poro communautaire. Ceux qui se dérobent volontairement ou qui sont incapables de suivre cette initiation jusqu'au bout constituent une société marginale sans considération et sans respect. Voilà. Donc, l'initiation au poro est un marqueur du temps en pays sénoufo. Il permet d'inscrire chaque individu dans une classe d'âge, en l'instar des sociétés du sud de la Côte d'Ivoire. Alors, l'initiation, proprement dite, comprend 3 étapes successives. 2 stades préparatoires, ceux des placorolés, puis des plalés. Et enfin, le stade principal, celui des tiololés, en début duquel l'initié est introduit dans l'enclos initiatique. Les membres d'une même promotion sont ensuite appelés kafokonlés, puis télé. Ils atteignent alors le groupe terminal réunissant tous les vieux, les oliélés. En fait, la première phase est tombée en désuétude et bien que les garçons correspondent à ce stade soient encore désignés par le thème de Blakorolé, aucune cérémonie ne vient marquer cette étape. Les jeunes sont maintenant rassemblés de manière définitive en une même promotion au moment de devenir plalés. Un stade intermédiaire, celui des Kambarlés, sépare l'échelon des plalés et celui des tiololés. Un même individu est plakorolé pendant 6 ans, puis devient plalé pendant 7 ans et Kamberlé 1 an. À partir de son admission dans l'enclos initiatique, devenant alors tiololé, il progresse d'un degré tous les 6 ans lorsqu'une nouvelle promotion entre dans l'enclos initiatique. Voilà. Alors, la vie villageoise est ainsi réglée selon des cycles de 6 ans. Le cycle débute par la consécration de la promotion sortante devenant Bafokonlé, de l'admission dans l'enclos initiatique, une nouvelle promotion. Dans le même temps, les promotions plus anciennes progressent chacune d'un degré. 4 ans plus tard se constituent de nouveau plakorolés
et de nouveaux plats-lés. Ces derniers étant provisoirement désignés plafombolés pour les distinguer de leurs aînés immédiats qui deviennent camberlés un an plus tard. Voilà. Alors, bon, il parle de différents stades liés justement à l'initiation. Hein. Il dit le premier stade, c'est catiré. Je ne vais pas donner les détails de cela. Hein. Bon. Ensuite, le second stade, c'est solé. Le troisième stade, c'est dîner. Le quatrième stade, c'est zétianré. Le cinquième stade, c'est nignoro. Le sixième stade, c'est kodo. Le septième stade, c'est tiologo. Voilà, voilà. Le septième stade, c'est tiologo. Et on voit que, notamment chez les Tchembara, non, plutôt chez les Nyarafolo, c'est ce septième stade-là qu'on appelle justement le comment je dis là, le tiologo, voilà, tiologo, voilà. Il y a le professeur Mbra Désiré qui a écrit tout un ouvrage là-dessus. Il y a le 8e stade qui est Fogué, 9e stade Kafo, 10e stade Ngoron. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, parce que mon petit-fils vraiment rend ma tâche difficile. Je vais m'arrêter là. Voilà, donc c'était un point de la thèse du docteur Soro Tosongou Drissa que je présentais. Voilà, c'est la première présentation. Donc, comme c'est toute une série, donc nous allons poursuivre cela. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui a Abidjan, à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.